Alors, parmi les félins qui ont traversé les siècles, les chats, bien sûr, les chats, des compagnons de vie bien connus aujourd'hui, devenus notre animal domestique préféré, en tout cas l'animal préféré des citoyens français. On compte aujourd'hui près de 16 millions de chats domestiques en France, donc dans nos foyers. Mais avant d'acquérir cette situation domestique privilégiée, eh bien, ils ont connu d'autres places, en d'autres temps, suscité d'autres regards, d'autres réactions dans leur conquête du monde, de l'Égypte antique à aujourd'hui. Eh bien, je vous propose d'entrer dans leur histoire, sans plus attendre, traversée de croyances et d'évolution des liens qui nous unissent. Et pour en parler, donc 3 invités. Laurence Bobis, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes conservatrice générale, directrice de la bibliothèque interuniversitaire de la Sorbonne. Votre thèse portait sur le rapport entre l'homme et l'animal dans l'Occident médiéval, un animal exemplaire, le chat, donc, qui était au cœur de vos travaux. Et on vous doit aussi quelques livres, je vais en citer 2, Les 9 vies du chat, un livre édité chez Gallimard, et puis Une histoire du chat, de l'Antiquité à nos jours, c'est le livre paru au Seuil. À vos côtés, Éric Baratet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur d'histoire contemporaine à l'université Jean Moulin Lyon 3. Alors, pour ceux qui s'intéressent à l'histoire des chats, certainement qu'ils vous connaissent, vous êtes un grand spécialiste, en tout cas, au-delà des chats, des animaux, de l'histoire des animaux, et notamment de la relation homme-animal. Et parmi vos nombreux livres, on peut citer « Et l'homme créa l'animal », un livre édité chez Odile Jacob, et puis « Culture féline », paru aux éditions du Seuil. Et à vos côtés, Jonathan Maître, bonsoir. Bonsoir à tous. Vous êtes égyptologue, doctorant en sciences historiques et philologiques à l'École pratique des hautes études, membre de l'UMR Archéologie et Philologie d'Orient en Occident et d'Occident, CNRS PSL École pratique des hautes études, et vous avez étudié la place accordée aux félins dans l'Égypte antique. Et on peut préciser, vous avez aussi concocté, je crois, un hors-série de la revue Égypte, Afrique, Orient, c'est ça, sur le thème ? C'est ça, donc c'est une revue qui s'appelle Égypte, Afrique et Orient, sur les animaux invisibles, donc c'est-à-dire toutes les espèces qui peuvent être omniprésentes au quotidien, mais qui échappent en fait au regard de l'historien à travers l'examen critique des sources. C'est assez... Ça va nous amener à parler des sources. Voilà. Là, on réservera cette question vers la fin de la rencontre. Et je vous rappelle que donc 40 minutes de discussion avec nos invités et les 20 dernières minutes vous seront réservées à vous. Vous pourrez poser toutes les questions que vous voulez à nos invités, bien sûr. Alors, que sait-on, peut-être pour commencer, des origines géographiques du chat ? Est-ce qu'elles sont clairement identifiées ? Est-ce qu'on navigue encore peut-être sur un terrain incertain ? Qui veut répondre? Laurence Bobis? Je pense que nous sommes tous d'accord sur cette question pour dire que le berceau du chat domestique, c'est l'Égypte. Mais bien entendu, on est dans des temps qui ne laissent pas de témoignages. Mais là, je vais peut-être passer la parole à Jonathan, qui est davantage spécialiste. Il y a beaucoup de... Il faut savoir que le chat est au centre de nombreuses problématiques. Il y a énormément d'équipes de recherche qui travaillent sur son histoire, notamment en phylogénétique. Il y a eu beaucoup de découvertes, du coup ça a stimulé aussi les fouilles et les travaux divers. Alors tout dépend, si on veut répondre, tout dépend de qu'est-ce qu'on entend par chat aussi, hein, de quel chat on parle. Alors ça on peut apporter une réponse assez claire maintenant, en fait on sait. Alors tous les chats domestiques qu'on connaît aujourd'hui dans le monde, hein, en Asie, en Amérique, partout, ils descendent d'une seule espèce, ou ces espèces, peu importe, ça c'est des questions de nomenclature, c'est un animal qui s'appelle le chat ganté. Donc ça c'est assez sûr, c'est assez bien défini. Alors c'est une espèce qui est indigène en fait au Proche-Orient, donc également en Afrique du Nord si on veut, alors, du Maghreb au Proche-Orient, un petit peu la Palestine, tout ça. Donc il est vraiment indigène, donc ça c'est déjà un point important. C'est-à-dire que pour avoir un animal domestique, il faut déjà qu'il soit présent sur place. Donc un sauvage, hein, il faut préciser quand même, le chat ganté. Le chat ganté, c'est un chat qui n'est pas domestique en fait. Alors, tout dépend, parce qu'en fait, si le chat domestique, c'est aussi le chat ganté, quelque part, bon, on prête à confusion avec nos termes. On parle de chat d'emblée, c'est-à-dire le nom chat a été donné dès l'époque de l'Égypte antique? Alors, l'histoire du mot chat
Alors c'est une histoire, peut-être que Laurence aussi voudra intervenir. C'est un mot qui apparaît à l'époque tardo-antique, si on veut. On ne sait pas très bien d'ailleurs d'où il vient, il apparaît un peu partout, il est adopté, alors sous des formes différentes, hein, mais non, c'est pas un mot qui vient des langues nilotiques en tout cas. Il y a plein d'hypothèses, hein, si vous voulez. Il y a deux grandes hypothèses, hein, si on veut. On s'est demandé si c'est un terme qui pouvait pas être en... Alors, on a cherché dans le côté nilotique aussi, justement, en nobine. Alors le nobine, c'est une langue qui est apparentée à l'ancien nubien, où il y a un mot qui ressemble, hein, si on veut. Il y aurait toute une explication à faire, je ne vais pas la faire là. On s'est demandé si ça pouvait être lié aussi au monde sémitique, avec l'arabe. Alors, différents dialectes arabes dont je ne vais pas me risquer. L'hébreu également. En fait, non. Après, il peut y avoir toutes sortes d'hypothèses. Mais peut-être le plus important, c'est de retenir que c'est un mot tardif et que ce n'est pas un mot égyptien ou plus ancien que ça. Laurence Bobis. Oui, donc c'est un mot très tardif, donc, comme l'a dit Jonathan, qui apparaît au IVe siècle après Jésus-Christ, et mais qui, de façon étonnante, se répand absolument partout. On le retrouve absolument partout. Et en même temps, au Moyen-Âge, il va être très vite en concurrence avec des mots savants qui vont essayer de désigner le chat, parce que donc Catus, on ne connaît pas l'origine, hein, on ne peut pas lui attribuer une étymologie précise. Et on va essayer de trouver d'autres substituts à ce nom commun, qui vont être composés évidemment avec l'animal avec lequel le chat est opposé, c'est-à-dire la souris. Donc on va l'appeler mousio, c'est-à-dire presque grosse souris, mourilegus, mourikep, c'est l'animal qui prend la souris. Oui, ça c'est important de le rappeler, c'est-à-dire qu'il ne faudrait pas croire, là on a posé la question du nom du chat, il y a toute une polysémie aussi, hein. Il n'y a pas un seul nom non plus vernaculaire, il y en a beaucoup. Mais dans ces noms, il y en a un qui émerge à une époque un peu tardive, comme ça, qui devient chat. Après, il y a plein d'hypothèses. Hein. Ça pourrait être du grec, tout simplement. Ça pourrait être un mot qui serait... Un nom, par exemple, en grec, pour dire le chat, c'est katoikideos. C'est l'animal qui vit à la maison. Alors, dans le sens, pas dans la maisonnée, c'est l'animal sédentaire, en fait. Donc, ça pourrait être de ce mot-là, mais en fait, on n'a aucune preuve. Alors, on parle du chat ou des chats ? Là, en tout cas, on parle du chat domestique. C'est-à-dire que chat, c'est un peu un concept abstrait. Il faudrait imaginer un objet conceptuel qui serait un petit félin à la face écourtée, etc. Mais ce mot, vous voyez qu'il a une plasticité. On peut l'appliquer à beaucoup. Il y a beaucoup de chats d'ailleurs qu'on appelle chats, qui ne sont pas des chats en fait. Mais dans le nom vernaculaire, est bien pratique. Mais il y a un décalage avec la systématique. Mais tout est une question de sémantique, donc en fait ça dépend du point de vue que vous prenez, et vous pouvez, après tout est logique hein, en fait, il n'y a pas vraiment... Éric Baratet, alors le chat et des espèces différentes, des races, les chats sociaux, enfin je pense qu'il faut plutôt parler de race hein, pour beaucoup d'entre eux, parce que c'est ensuite de ça que les gens parlent dans les documents. Alors il y a relativement peu de races de chats jusqu'au XXe siècle, beaucoup moins que les races de chiens. Elles se développent surtout récemment. Hein, et ça montre d'ailleurs l'intérêt que nous avons pour le chat. Nous sommes en train de faire actuellement ce qu'on a fait pour le chien il y a un siècle. Hein, c'est-à-dire la plupart de nos races de chiens, ont été fabriquées entre 1850 et 1950. Eh bien là, on est en train de faire la même chose pour le chat. Le chat est en train de suivre ce que l'on a fait pour le chat. On est en train d'en faire un véritable animal de compagnie, ce qui était moins vrai auparavant. Mais il y a aussi le fait, toutes ces incertitudes viennent aussi du fait que longtemps, le chat est un animal très présent, il est partout, et en même temps, on en parle peu. Contrairement aux chiens, par exemple, voire contrairement aux lions, alors qu'il n'y a pas de lion en Occident. Mais on parle presque à certaines époques beaucoup plus du lion ou du chat. Le chat est là, et on le voit bien au XIXe siècle, par exemple, où là on a beaucoup de documents. On voit bien comment dans toute une partie de la population, le chat est présent, mais on n'en parle pas, on ne lui parle pas, on l'appelle le chat, c'est tout. On ne le nomme pas. Et donc c'est un animal présent et invisible presque. Hein. Il fait partie de ces animaux-là, et ça explique aussi une partie des incertitudes.
Alors justement, remontons ce fil là de l'histoire. Quelle place ont-ils occupé ces chats dans l'Égypte antique? Et puis ensuite, on va s'intéresser aux époques suivantes. Moi, j'aimerais reprendre un peu ce qu'a dit Éric Baratet, c'est-à-dire qu'il devait probablement être omniprésent aussi, mais on le voit très peu, en fait, pendant très longtemps. Donc ça, c'est peut-être une image à casser un petit peu dans nos imaginaires occidentaux. On a très peu de chats jusqu'à l'âge du bronze, si ça vous dit un petit peu vers 1200, 1500, 1200, à partir avant Jésus-Christ. Donc 3500 par rapport à aujourd'hui. On en a très très peu en fait, et ça c'est assez, ça appelle à des réflexions en fait, parce que c'est un petit peu contraire à ce qu'on pourrait croire justement d'un animal qu'on dit souvent familier et souricier. Et pourtant, là, on voit par exemple des hiéroglyphes, etc., et des dessins, des motifs justement de cette Égypte antique. On voit le chat, c'est-à-dire qu'il y a quand même cette idée présente du chat dans la culture égyptienne. Donc vous nous dites, finalement, il n'était pas si présent que ça. Alors, il était très présent dans la vie quotidienne, en fait, parce qu'il devait tout simplement errer. Dans le paysage animal, c'était une figure singulière qui était connue. Ensuite, parler de... Tous les documents-là, donc ça tombe très bien, parce qu'en fait, ils datent tous de la période dont je vous parlais il y a quelques instants. On est là entre la 18e dynastie et la 20e dynastie, peut-être, donc on est entre 1550 et 1000. Donc c'est très tard en fait pour l'Égypte. Je vous rappelle que les pyramides c'est quand même 2700. Le début de la civilisation pharaonique c'est 3150, quelque chose comme ça. Et les premiers agriculteurs, ils sont là encore depuis bien plus longtemps en Égypte. Donc à l'époque des pyramides, alors les pyramides, il y en a beaucoup en Égypte, mais les grandes pyramides, celles que tout le monde connaît, des représentations de chats, on en a 4-5, il n'y en a pas plus, sur un nombre de siècles incroyable. Alors, par contre, on peut montrer justement qu'il est assez présent depuis longtemps, depuis peut-être même le paléolithique supérieur, parce que sur beaucoup de sites, en fait, on a des restes de chats, mais par contre, c'est très parcimonieux, on en a très très peu. C'est-à-dire qu'en termes de nombre, ça ne correspond pas du tout à un animal qui serait fréquent dans le quotidien des gens, en fait. Alors, des restes qui disent quoi de sa place? Parce que je crois que des chats étaient sacrifiés, momifiés. Est-ce que vraiment... On ne se souciait pas forcément de la mort, du bien-être du chat, c'est-à-dire qu'on l'offrait en offrande à des dieux, et il servait à ça, ou alors il y avait un attachement, parce que je crois qu'on a retrouvé un sarcophage de chat. Est-ce que ça montre dans ce cas-là qu'il y avait potentiellement des liens particuliers avec eux? Eh ben c'est là toute la difficulté en fait. On avait effectivement, là il y a des reliquaires, il y avait un sarcophage en plus qui était le sarcophage d'un prince avant en haut de l'écran. Donc c'était ressemblant sur le slide de précédent, c'était ressemblant l'animal de compagnie d'un prince. Non, toute la difficulté c'est que ça se superpose, c'est-à-dire qu'on peut avoir dans des tranches de vie ou des histoires individuelles, on peut avoir des liens et des sentiments qui peuvent être réciproques également entre un animal humain et un animal non humain. C'est tout l'enjeu de l'apprivoisement en fait. Mais après, non, c'est-à-dire que les chats dont vous nous entretenez, les chats adorés, les chats sacrifiés, etc., bon, alors on en sacrifie depuis très longtemps, mais tout ça, c'est un phénomène très tardif, en fait. C'est surtout Hérodote, en fait, qui nous en parle. Hérodote, c'est le 5e siècle avant Jésus-Christ, en fait. Donc, si vous avez vu 300, c'est les guerres médiques. Là, l'Égypte, elle a quand même vécu un bon moment déjà depuis. Donc ça, c'est un phénomène religieux qui est assez particulier à cette époque qu'on appelle la basse époque, et puis ensuite l'époque hellénistique, si vous voulez, où ça prend beaucoup d'ampleur. Donc c'est un phénomène religieux qui est nouveau sans l'être, c'est-à-dire qu'il a quand même un ancrage, il s'appuie sur des croyances, sur des traditions anciennes, mais qui sont repensées, qui sont redéveloppées. Il y a un grand dynamisme en fait à cette époque-là. Mais auparavant, on n'a vraiment rien du tout. C'est assez important. Alors, il y a des sacrifices de chats, peut-être qu'on en parlera un petit peu tout à l'heure, mais ils ont un rôle cultuel. C'est souvent dans des dépôts de fondation, c'est-à-dire qu'on va faire une construction, alors notamment dans des cimetières.
Et on peut, à l'occasion pour la pompe qui accompagne les obsèques, on peut sacrifier des animaux, on peut les inhumer. Par exemple, si on regarde certains sites, comme Hierakonpolis par exemple, on a peut-être un visuel. C'est un cimetière d'élite en fait, qui va être agrandi. Alors il a toute une histoire qui est assez longue, mais quand on va l'agrandir, voilà, ici vous avez par exemple, Hierakonpolis, ça se situe en Haute-Égypte. C'est à quelques centaines de kilomètres, si vous voulez, de Luxor, si vous connaissez. C'est une nécropole qui occupe le lit d'un oued. Et sur un versant, il y a plusieurs petits cimetières. Donc là, vous en avez un avec des grandes tombes princières. Donc là, on est vers 3005, quelque chose comme ça, avant Jésus-Christ. Et par exemple, vous avez la tombe 16, là, qui est juste là, la T16, avec vous voyez, il y a toute une ménagerie qui est inhumée autour du personnage principal. Il y a une cinquantaine, si je me souviens bien, d'animaux différents. Et ce cimetière a été étendu ensuite dans la partie orientale. Et vous avez ce mur qui a été fouillé, vous voyez le mur d'enceinte ici, qui a été fouillé en 2008. Et là, on a fait une découverte importante. On a découvert l'image d'à côté, on a découvert 3 dépôts de fondation qui sont liés à la construction de ce mur. Un dépôt avec des singes, un dépôt avec des chiens, et puis vous avez un dépôt qui est vraiment très intéressant, où vous avez plusieurs chats en fait qui ont été déposés, donc sacrifiés, et puis qui ont été... Laurence Bobis, vous qui connaissez aussi alors à la fois l'Égypte, et puis vous avez travaillé sur le Moyen-Âge, peut-être essayons de comprendre de quelle façon est-ce que de la sacralité en fait au rejet, les chats vont occuper des places différentes dans nos univers, dans nos sociétés, jouer des rôles, être honnis ou complètement adorés. Alors là, vous sautez une étape là. Oui, mais dans les représentations. Et je me dis qu'il faudrait quand même donner quelques éléments de... Donc pour dire un mot quand même du chat au Moyen-Âge, c'est un animal extrêmement fréquent, si bien qu'il a pu paraître invisible, parce que ce qui fait partie de la vie la plus courante se raréfie au fil du temps et laisse très peu de témoignages dans la littérature de manière générale. Donc ça, c'est une dimension extrêmement importante, si bien qu'on a plein d'évidences, de preuves de la présence très importante du chat, parce qu'il se retrouve dans des proverbes, de la littérature vraiment populaire. Donc ça, c'est un point important. Il se retrouve, il a aussi un rôle dans une société qui est extrêmement marquée évidemment par le christianisme, c'est ce que j'ai particulièrement étudié, et c'est une culture qui de manière générale rejette l'animalité. L'homme doit regarder vers le ciel et se distinguer de l'animal. Il a été placé clairement pour dominer le règne animal. Adam a nommé les animaux, c'est quelque chose d'extrêmement présent. Et quelque part, ce qui va déranger dans le chat, c'est que, eh bien, il peut tisser quand même des liens aussi très très proches avec les humains. On a des textes, par exemple, sur des ermites qui vivent avec des chats, voire des chattes, ce qui est encore pire, et qui entretiennent justement, qui croient vivre dans la pauvreté et qui se complaisent dans l'amour de cet animal, ce qui leur est évidemment, dans le cadre d'un miracle, dévoilé comme un reproche, et l'ermite évidemment se débarrasse de son chat. Donc il y a cette dimension-là de rejet de l'animal qui est extrêmement présent, et bien évidemment une société qui construit aussi des images démoniaques de plus en plus caractérisées. Sorcières. Et le bestiaire, et notamment le bestiaire le plus courant dont fait partie du chat, et fait partie de ce bestiaire au premier chef. Donc ces chats, on les retrouve sur des bûchers finalement, on les jette au feu. Alors, les bûchers de chats sont très très mal documentés, et quand on voit des bûchers de chats, c'est plutôt dans d'autres types de pratiques agraires que des grands bûchers démoniaques. Hein. Donc non, ça c'est un peu le folklore associé au Moyen-Âge. Éric Baratet, je crois qu'il y a un proverbe médiéval qui dit « il y a toujours occasion de battre son chat », c'est ça? Sa femme. Oui. Oui, il y a plein de proverbes sur les chats, effectivement. Ça montre à quel point, d'ailleurs, ils sont à la fois très proches
est relativement méprisé, tenu à distance. On trouve ça aussi pour d'autres animaux de ferme, hein, comme le cochon, par exemple. Ça a été bien documenté par les anthropologues, comment le cochon est un animal à la fois proche, et parce qu'il est très proche, il est méprisé pour garder la distance. Et on a la même chose pour les chats. Cette idée de sorcellerie, elle reste en place très longtemps, jusqu'au XVIIIe, XIXe siècle. Au XVIIIe, on a encore cette idée qu'on voit dans les textes, qui paraît-il était donc appris aux enfants, c'est que le jour avant la Saint-Jean, les chats partaient au sabbat pour vénérer Satan. Et donc il n'y avait plus de chats, ils avaient disparu. D'où l'expression, apparemment, il n'y a plus un chat, hein, puisqu'ils étaient partis. Et donc ils allaient finalement comploter contre l'humanité. Et le jour de la Saint-Jean, on pouvait avoir des traces de violence contre des chats pour se venger contre cette alliance des chats et du démon, un peu comme dans les campagnes, on clouait aussi des chauves-souris, on les crucifiait sur la porte des étables pour montrer que le démon avait été vaincu et qu'il ne pouvait pas rentrer dans l'étable pour donner des maladies aux troupeaux. Et donc cette mauvaise image du chat, elle reste en place. D'ailleurs, encore de nos jours, il a été montré que, par exemple, dans les refuges, il est plus difficile de faire adopter des chats noirs. Alors, la mauvaise image du chat noir n'est pas aussi forte qu'autrefois, mais on voit qu'il en reste encore quelques bribes. Alors, comment et à quel moment s'est opérée une forme de domestication d'un animal qui est quand même réputé indépendant? Alors, donc c'est un animal qui est... Et puis après, Jonathan Maître. C'est un animal qui est réputé indépendant, mais la qualité dont on a besoin, c'est qu'il dévore les souris, qu'il éloigne des souris. Donc il a besoin d'être maintenu dans la maison. Et au Moyen-Âge, on voit très tôt des pratiques visant à contenir le chat, enfin à éviter son vagabondage, en fait, ses divagations. Donc c'est quand même un animal qu'on essaie de tenir vraiment très près de soi et de faire rentrer dans les maisons, ce qui est quand même dans l'espace domestique. Sans forcément s'y attacher. Sans forcément s'y attacher, oui, mais parfois en s'y attachant aussi. Jonathan on trouve Maître. des attitudes modernes. Oui. En fait, pour répondre, tout dépend des définitions qu'on adopte de la domestication. Elles sont pratiquement aussi nombreuses que d'auteurs qui travaillent sur le sujet. Moi, je serais peut-être un peu plus nuancé d'après la documentation sur les périodes anciennes, puisqu'on n'a pas de preuves. C'est-à-dire que il y a cette idée, il y a un lieu commun en fait qui veut que le chat soit souricier. Donc ça, c'est bien documenté dans les sources. Au Moyen-Âge, par exemple. Il n'y a pas de raison que ça n'existait pas avant non plus, puisque le chat, c'est un prédateur de rongeurs naturellement aussi. Et alors, c'est pas le seul, hein. Il y a d'autres animaux sur le créneau, ça c'est bien connu à l'époque romaine, par exemple, justement. Donc on a des furets, on a des genettes, il y a beaucoup d'autres animaux. Donc il n'est pas tout seul, le chat. Dans le lexique aussi, les mots anciens qui vont être repris après à l'époque médiévale. Avant, les termes spécialisés qui sont plutôt dans les traités de zoologie ou autres, ils sont assez flous aussi. Hein. C'est des termes, par exemple un terme comme galet, il s'applique aussi bien au chat qu'à la belette, etc. Dans les maisons, il y a aussi bien, il y a les mêmes animaux en fait. Donc c'est pas si sûr que ça forcément. La difficulté de comprendre, c'est que ça se superpose encore une fois. C'est-à-dire, il y a différentes strates. Mais c'est pas certain. Enfin, personnellement, je ne pense pas que ce soit déterminant, puisque justement aux époques anciennes, on n'en a pas les chats. Donc c'est un peu, alors que ça fait des millénaires qu'on est agriculteur et qu'on fait des stocks de céréales. Voilà, bon, pour faire court. On n'en a pas fait d'élevage, parce que j'ai cru comprendre que le chat avait fait l'objet aussi de commerce pour sa peau, par exemple. Est-ce qu'il y a eu des élevages, ou est-ce qu'on sait s'il y a eu des élevages? Parce qu'on comprend bien que les sources ne sont pas si évidentes. Hein. On parlera des sources aussi. En Égypte, hein. À toutes les époques. Il y a un commerce des fourrures, ça c'est sûr, Oui, notamment avec l'Afrique subsahélienne. C'est plutôt des grands félins. Il y a un document, on pourrait peut-être hésiter à savoir qu'est-ce que c'est. Si, il a forcément été exploité. Après, les élevages, ils sont plus liés. Alors, on connaît très mal tout ça, il faut le dire clairement. Il y a sûrement des châteries qui sont associées à des temples, à des époques assez tardives. Donc là, on peut vraiment parler d'élevage.
Il y a probablement des animaux domestiques aussi un peu avant, comme on a vu quelques images tout à l'heure. Mais en fait, le chat, il se débrouille un peu tout seul. En fait, il n'a pas vraiment besoin. Oui, des humains, Non, en tout cas. Sa vie de chat, en fait. Laurence Bovis. Au Moyen-Âge, où la fourrure, quand même, est extrêmement prisée, il n'y a pas d'élevage de chats. En revanche, ce dont on trouve trace, c'est qu'il y avait une forme de trafic, c'est-à-dire qu'on allait faire passer de la peau de chat pour de la peau d'animaux plus nobles, en fait, donc une forme de, comment dire, de duperie, en utilisant de la peau de chat, parce que les chats, on en trouvait partout, et que, justement, on pouvait facilement prendre leur peau. On voit ça aussi à travers des exemples, donc c'était des petits récits exemplaires, où on voit les étudiants, alors ça se passe au quartier latin, donc non loin d'ici, des étudiants chercher les chats pour prendre leur peau. Et donc il y a toutes sortes de proverbes qui invitent les maîtres, les propriétaires de chats à faire bien attention à leurs chats, et évidemment toutes sortes de dérivés moraux en fait de cette histoire. Donc appliqué, j'y reviens, aux femmes qui doivent éviter d'être trop beaux, d'avoir une trop belle peau, ça c'est extrêmement présent. Éric Baratet, on va pouvoir parler aussi de l'élevage moderne, hein, de la bonne société qui va jouer un rôle plus positif. Tout à fait. L'élevage des chats, finalement, on le voit apparaître à l'époque moderne, c'est-à-dire 16e, 18e siècle, lorsque l'aristocratie ou la grande bourgeoisie veut des races de chats qui se distinguent bien des chats de gouttière ou du chat commun. Parce que le chat commun, il est mal perçu, et donc si on veut construire un chat de compagnie, on veut le distinguer fortement, d'où le chat angora blanc, le bleu d'Espagne, etc., etc. Alors là, on voit apparaître des élevages. Et notamment du côté des maîtres, il y a toute une pratique de stratégie matrimoniale, si on peut dire, hein, avec ces chats ou avec ces chiens, pour maintenir la race et qu'il n'y ait pas qu'on ne se retrouve pas avec des corneaux, entre guillemets. Donc là, on voit apparaître un véritable élevage pour ces chats-là, mais qui sont encore très minoritaires. Hein. C'est pour une petite minorité de la population. Oui, et puis il y a aussi des tentatives pour faire venir des chats d'Orient. On voit très bien chez les humanistes, donc ils font ramener des chats de très très loin, hein, et ils essayent effectivement d'avoir des couples en fait, pour pouvoir les faire se reproduire, ce qui n'est pas si simple. Des chats qui ont une meilleure cote en tout cas. Et on peut dire, Éric Baratet, qu'à partir du 19e siècle, donc jusqu'à aujourd'hui, le chat devient vraiment un animal de compagnie ? Alors tout dépend ce que vous mettez dans compagnie. C'est comme la domestication, hein, tout dépend de la définition. Animal de compagnie à l'époque moderne, le chat de compagnie, et même au 19e siècle chez beaucoup, c'est le chat qui est présent, mais avec lequel on n'a pas beaucoup d'interaction. Et dans l'aristocratie moderne, par exemple, le chat est là avant tout pour le paraître. On va chercher un animal qui a une belle fourrure, de la même manière qu'on veut un beau cheval, un beau chien, et il y a un proverbe qui dit « je renchéris une belle femme aussi ». Hein, ça va ensemble dans la mentalité de l'époque, je précise évidemment. J'en ai perdu le fil de On en était à l'animal de compagnie, et oui, on met derrière le mot compagnie. Voilà. Et c'est au 19e siècle qu'on voit apparaître autre chose dans la compagnie. C'est pas simplement le paraître, avoir un bel animal qui va faire bien sur le canapé, mais un animal avec lequel on va vouloir avoir un peu plus d'interaction. Et récemment, je dirais à partir de la seconde moitié du XXe siècle, on voit apparaître le chat compagnon. C'est-à-dire avec lequel on va avoir de plus en plus d'interactions. On en parlera peut-être. Oui, non, mais on peut en parler maintenant. La socialisation, voilà, l'adaptation du chat, finalement. Derrière le mot, qu'est-ce que... La place qu'on lui donne, quoi. Tout à fait. Et les relations diffèrent beaucoup. Donc ça veut dire que le chat, qui est un animal indépendant, devient modulable ? Il a été toujours modulable. Hein. Je crois qu'il ne faut absolument pas croire que le chat a un comportement fixe. Alors évidemment, il a un comportement d'espèce. Mais ensuite, là-dedans, il y a des comportements de groupe,
d'un pays à l'autre et d'une époque à l'autre, et puis il y a des comportements d'individus. Donc le chat a une plasticité comportementale, ça maintenant les éthologues le voient et le disent sans problème, une plasticité comportementale qui fait qu'il peut s'adapter à des environnements très différents. Même au XIXe siècle, entre un chat de gouttière qui n'aime pas avoir des contacts avec les humains, parce que souvent ça se passe mal. S'il est trop proche des humains, il va recevoir des cailloux, il peut se faire attraper, se faire battre, etc., etc. Et le chat qui est enfermé dans un appartement, qui reste avec sa famille, évidemment, les comportements sont différents. Parce que l'environnement est différent. Et de nos jours, on voit très bien comment ces chats se transforment pour devenir beaucoup plus interactifs, ils sollicitent leur maître, ils veulent jouer, ils apportent les jouets. On voit maintenant des chats accepter de se promener en laisse. Donc on est en train d'en faire non pas des chiens, ils ne vont pas changer d'espèce, mais ce que j'appelle, oui, des chats-chiens, c'est-à-dire à se comporter un peu comme des chiens, parce qu'on a la même demande vis-à-vis d'eux, c'est-à-dire d'être des êtres interactifs, comme on l'a demandé pour nos chiens de compagnie à partir de la fin du XIXe siècle. Du coup, est-ce qu'on peut dire que la différence aussi de catégorie des individus, qu'on disait ceux qui sont chiens, ceux qui sont chats, c'est en train de disparaître? Alors oui, c'est vrai qu'on a des sondages qui montrent que dans les années 60-80, propriétaires de chats et de chiens se différencient très fortement, notamment les propriétaires de chats. Qui, à l'époque, on a beaucoup de chiens, peu de chats. Les rapports sont à peu près inverses à la situation actuelle. Et donc, les propriétaires de chats prennent un chat par opposition aux propriétaires de chiens. C'est-à-dire qu'ils considèrent les propriétaires de chiens comme des toutous du système. Et eux se voient comme des gens indépendants, libres. Alors c'est très drôle parce qu'il y a beaucoup de fonctionnaires là-dedans. Mais bon, on peut faire comme ça. Et, des statistiques, c'est ça. Ce sont des statistiques, oui. C'est beaucoup les professions libérales, les fonctionnaires, etc., qui rêvent, qui se pensent indépendants ou qui se voudraient indépendants. Et le chat, ce qu'ils aiment, c'est le chat indépendant. Qui est vanté par on le voit dans l'exposition, qui est vanté par les écrivains, par les artistes. Ce que j'aime, c'est que le chat se promène sans s'occuper de moi, je vis chez mon chat, etc., etc. Et donc, à l'époque, on veut un chat comme ça. Maintenant, c'est différent. L'opposition n'est plus aussi forte, et les propriétaires de chats, finalement, appliquent à leur chat ce qu'on demandait autrefois aux chiens, c'est-à-dire d'être beaucoup plus proches. Vous voulez réagir peut-être, Laurence Bobis, et puis oui. Jonathan Maître? Oui, effectivement, il y a eu toute une image du chat, à partir de la Révolution française aussi, notamment, où le chat était l'animal de l'indépendance, de la liberté. Alors je ne sais plus qui a dit cette phrase, il n'y a pas de chat policier. Donc c'est toute une image de la révolte, donc de la marge. Et de fait, le chat a été longtemps marginalisé, donc quelque part c'est assez cohérent. Et c'est ça qui est en train de... Oui, ce sont les romantiques qui ont développé ça, les écrivains, les artistes romantiques. Vous avez un célèbre dessin de Manet, je crois, où on voit deux chats de gouttière, un blanc et un... Voilà, c'est là, un blanc et un noir. Et d'ailleurs, Manet montre bien comment on est en train de fusionner à l'époque chat de gouttière et chat de race. Le blanc, c'est le chat de race, le noir, c'est le chat de gouttière, chat maléfique et chat bien vu. C'est en train petit à petit de se fusionner au XIXe siècle, alors qu'auparavant, certains auteurs, pas tous les auteurs, mais certains auteurs étaient persuadés que c'était des espèces différentes. Exactement comme la noblesse au XVIIIe siècle disait qu'elle avait le sang bleu. Et donc ces chats n'étaient pas comme les autres. Et les romantiques, elles ont remis au goût du jour la sorcellerie, ils ont redécouvert la sorcellerie avec Michelet, etc. Et tout l'intérêt pour le chat noir, parce que le chat est un être indépendant, associable, marginal. Et les romantiques se pensaient comme ça. Mais le chat est comme ça si on veut le tenir comme ça. Si vous voulez faire du chat un être solliciteur, joueur, qui vous amène son jouet, qui vous le met sur le pied pour dire allez hop, ou qui vous amène la laisse pour vous dire allez on sort,
certains chats vont y arriver. Et puis, on peut préciser aussi qu'aujourd'hui, par le biais de croisements, des chats d'élevage sont programmés et conçus pour être tout à fait en capacité de rester très calme dans un univers fermé ou vivre en appartement. Enfin voilà, on voit bien qu'on a la main aussi sur ce que deviennent les espèces de chats. Il me semble aussi que la plasticité, elle est dans les représentations. C'est-à-dire qu'il peut y avoir, y compris à une même époque, des représentations opposées, en fait. C'est-à-dire qu'à la fois le chat indépendant, c'est au XXe siècle aussi, je pense à Kipling qui dit « Je suis le chat qui s'en va tout seul et tout chemin se valent pour moi ». Enfin, cette image du chat erratique, vagabond, et puis en même temps, des chats qui sont traités complètement différemment. Donc il peut y avoir ces représentations en même temps dans une culture donnée. Jonathan Maître, juste avant de vous laisser la parole, tout cela, ça nous amène quand même à se poser la question des sources, parce qu'on voit bien que les uns et les autres, vous convoquez beaucoup d'iconographie, des représentations, mais on sent que ce n'est pas facile de travailler sur l'objet chat en matière de sources, quand on est historien. Jonathan Maître, et puis ensuite on fait un petit tour de table, bien sûr. On a un petit peu tous le même matériau pour nourrir nos réflexions. Non, mais justement, comme on l'a dit plusieurs fois depuis tout à l'heure, c'est-à-dire que le chat, c'est un animal qui est paradoxalement qui est omniprésent au quotidien, mais qui indiffère en fait, ou qui peut même être regardé d'un mauvais œil. Il a longtemps mauvaise presse, même en Égypte en fait. Parce qu'il est sauvage et qu'on en a peur, il est dangereux. Il a beaucoup de qualités en fait, et dans ces qualités, il a des critères inhérents de chat, et il y en a plusieurs qui peuvent être regardés comme des qualités, qui peuvent être ensuite investis différemment, c'est-à-dire que et ça c'est très subjectif, c'est très lié à l'histoire des sensibilités et l'histoire de la mode. C'est-à-dire qu'un comportement, par exemple comme l'indépendance dont on parlait, dans les sociétés traditionnelles, par exemple comme la société d'Ancien Régime ou d'autres sociétés agricoles, c'est pas valorisé positivement, c'est plutôt un vice en fait. On va pas tellement aimer cet esprit rétif à l'ordre, qui fait un peu ce qu'il veut, qui peut prédater des choses qu'il n'a pas le droit de faire, etc. Alors que justement les romantiques, ou en tout cas à partir du début du 19e siècle, on va, dans certaines catégories socio-professionnelles, se reconnaître dans cette image-là. Donc c'est l'animal miroir de l'homme. Et en fait ça, on l'a tout le temps sur tous les objets. Après, les sources, non, justement, les animaux qui ne sont pas bons à penser, ils sont pas bons à montrer non plus, souvent aussi, donc on n'a pas forcément, à part des fois au détour de... Alors, il y a des traités, par exemple dans des traités de zoologie, là on va en parler un peu plus, c'est l'objet d'études. Dans des documents folkloriques, on peut, au détour d'un passage tout à fait anecdotique, faire mention d'un trait caractéristique de telle espèce, en tel milieu, etc. Mais en général, on ne les passe sous silence, en fait. Ils n'intéressent pas vraiment. Éric Baraté, on trouve des biais ou des intermédiaires pour essayer de travailler sur l'objet chat? Oui, effectivement. Les historiens travaillent par des intermédiaires, par des biais, de toute façon. Comme on le disait, si on veut travailler sur les femmes dans l'Antiquité grecque, on n'a que des textes d'hommes. Si on veut travailler sur les paysans, au Moyen-Âge, il n'y a pas de texte de paysans. Donc on est obligé de faire par des biais. Souvent, on fait par des biais. Alors, Laurence parlera du Moyen-Âge. L'époque moderne et l'époque contemporaine, c'est pas un problème de documents, on en a beaucoup. Par contre, si on s'intéresse à qu'est-ce qui se passe du côté des chats, comment les chats vivent les conditions qu'on leur fait, alors là, ça devient plus problématique. Il faut trouver des bons documents qui nous permettent d'avoir des indications sur ce que vit tel ou tel chat ou tel groupe de chats, et on y arrive. On arrive en croisant ces documents avec ce qu'on sait de la génétique, de l'éthologie, de la vétérinaire, on arrive à comprendre quel était le vécu d'un chat de compagnie au XIXe siècle, ou comment petit à petit on est passé de chats relativement indépendants à des chats plus joueurs de nos jours. C'est pas simplement une demande humaine, c'est aussi une transformation des chats. Donc à faire œuvre d'historien en éthologie féline, et on sait bien que l'éthologie féline a du retard sur l'éthologie canine. Allez rapidement, avant de laisser la place justement au public et la parole à tous ceux qui sont présents aujourd'hui. Laurence Bobis.
Oui, moi quand j'ai commencé à faire des recherches sur les chats, on m'a dit que je ne trouverais rien, donc qu'il n'y aurait pas de source. En fait, pour le Moyen-Âge, il y en a énormément, mais la caractéristique de ces sources, c'est que on ne trouve que des fragments. En fait, on va trouver traces des chats à peu près dans toutes sortes dans tous les textes littéraires, évidemment, les textes littéraires, les textes religieux, évidemment tout ce qui est proverbes, devinettes, la médecine, les traités médicaux, évidemment les bestiaires et les traités de zoologie, mais ça c'est peut-être moins intéressant. Donc évidemment la sorcellerie, mais c'est assez stéréotypé finalement. Le plus intéressant, c'est vraiment les fragments qui apparaissent et qui permettent de montrer la proximité sur la durée. Et évidemment, il y a aussi massivement l'iconographie, et au sens très large, les sculptures, les manuscrits, les stalles, les vitraux, enfin il y a tout. On peut trouver des chats à peu près partout. Donc c'est un peu comme si on maniait des petits bouts de mosaïque, et que c'est à partir de ces petits fragments qu'on arrivait à dessiner un paysage un peu construit. Donc une histoire jeune. Allez, je laisse la place à vos questions. N'hésitez pas, un micro va circuler dans la salle. Je suis sûre que, voilà, il y a monsieur qui lève la main. Le micro vient vers vous. Voilà, Clara arrive. Oui, bonjour. Je voudrais poser une question. Comme vous l'avez dit, au départ, les chats étaient principalement localisés en Égypte. Je voulais savoir, est-ce que la diffusion des chats d'Égypte en Europe ne pouvait pas être liée aux épidémies de peste, dans la mesure où le chat est un prédateur du rat, qui est un vecteur essentiel dans la diffusion de la peste? Alors, que sait-on de la diffusion, en fait, de l'expansion, hein, c'est ça, du chat sur d'autres contrées, et en Europe notamment? Jonathan Maître, peut-être? Je vais répondre. En tout cas, je vais vous apporter un élément de réponse si je peux. On la connaît quand même assez bien, la diffusion du chat, puisqu'il y a des études phylogénétiques qui nous ont permis de retracer, enfin, des équipes très importantes, il y a une contribution importante en 2017, qui a regroupé une trentaine de chercheurs, et non des moindres, qui ont proposé pour la première fois une étude comme ça, mitochondriale des chats. Donc on a pu reconstituer des lignées, et celle qui a fait souche vraiment, qui s'est diffusée dans le monde entier, c'est celle dont on parlait, qui est originaire d'Égypte en fait. Alors ça se fait par saut de puce aussi, hein, on connaît assez bien le processus. Pour l'Europe, c'est vraiment à la période impériale, c'est vraiment à l'époque romaine si vous voulez. Ptolémée est battu par César, enfin par Octave, peu importe. L'Égypte devient une province romaine qui est rattachée à l'Empire. Et c'est à partir de ce moment-là, en fait, où vous avez vraiment une explosion en fait, du chat qui se diffuse. C'est un animal oriental, en fait, à la base. En tout cas, celui qui va être domestiqué, c'est un animal oriental, c'est pas le chat. Parce qu'en fait, on a un chat aussi en Europe à la même époque, qui est le chat forestier, qui est réputé être particulièrement farouche, rétif à toute domestication. Alors ils peuvent s'hybrider dans les Balkans, peu importe. C'est vraiment à l'époque romaine, en fait, pendant l'Empire. On va exporter ce chat avec aussi bien les papyrus que l'ivoire. Et finalement, il va voyager comme ça, il va coloniser petit à petit. Et ça, on peut assez bien le suivre, en fait, parce qu'à l'époque des grandes découvertes, c'est comme ça qu'on va l'introduire en Amérique, aux Amériques plutôt, en Asie aussi, c'est-à-dire que les chats que vous connaissez, les chats sans queue, les chats japonais, etc., même les chats en Chine, en fait, c'est des chats qui sont tous originaires d'Europe, en fait. Donc, c'est des chats qui ont été véhiculés par les voyageurs, en fait. Donc, c'est comme ça fonctionne un peu par... C'est très lié malheureusement aux conquêtes et aux aventures coloniales, aux aventures et mésaventures coloniales, en fait. Des compléments, non? Oui, juste un petit complément. On trouve beaucoup d'objets isiaques, notamment donc autour ramenés par les vétérans, par les armées en fait. Hein. Oui. Donc c'est des cultes en Italie. Hein, des cultes en Italie. Rome, donc c'est manifestement du folklore déjà à l'époque. Dans les bagages des militaires en fait que le chat probablement pour une part est ramené aussi. Oui, sûrement, oui, tout à fait. Mais je ne pense pas que ce soit lié à la peste, hein, directement. Hein. Il y a quelque chose de... ça m'a fait penser. On oublie toujours le remplacement des rats
à partir du XVIIIe siècle, qui a changé aussi le rôle des chats. Hein. C'est-à-dire qu'au XVIIIe siècle arrive une espèce de rat. Alors, est-ce que c'est le noir ou le brun? Je suis en train de confondre. Une espèce de rat qui vient d'Asie, vient de l'URSS actuelle, enfin de la Russie actuelle, pardon, et qui s'installe en Europe au XVIIIe siècle et qui chasse les rats communs. Et c'est un type de rat beaucoup plus gros, beaucoup plus agressif, et les chats vont avoir beaucoup de mal avec ces rats-là. Hein. D'ailleurs, des chats peuvent se faire agresser et dévorer par une bande de rats. Hein. Ce qui fait qu'au XIXe siècle, on va utiliser beaucoup de chiens ratiers. Et l'intérêt du chat, du coup, va un peu diminuer. Et c'est peut-être ça aussi qui permet de passer du côté de la compagnie. Oui, tout à fait. Je pense que l'utilitarisme ne pousse pas en fait à faire de l'animal un animal de compagnie. Alors, d'autres questions? Oui, mademoiselle. Impact. Allez-y, oui. Il ne fonctionnait peut-être pas tout de suite. Ok, pardon. Bonsoir. Donc j'avais une question par rapport à la vision de Descartes sur les chats, du coup, à l'époque moderne, puisque pour lui, les animaux, c'est la vision de l'animal-machine. Et donc, quel est l'impact de cette vision sur le rapport des êtres humains aux chats à cette époque-là? Éric Baraté, c'est pour vous, ça? Je ne suis pas sûr que ça ait beaucoup influencé la vision qui était déjà négative, majoritairement. C'est au XVIIIe siècle qu'on voit apparaître les premiers textes. Alors, ça ne veut pas dire qu'avant on ne le faisait pas, mais au XVIIIe siècle, on voit des textes être publiés pour revaloriser le chat. Mais je ne suis pas sûr que... Par contre, Descartes a été très important, par exemple, pour les animaux de ferme, pour les chevaux, etc. Dans le sens où on s'est mis à parler d'animal-machine, d'animal-moteur. On a configuré ces animaux-là au XIXe siècle pour en faire des machines. Le chat, non, je ne crois pas. Autre question. Allez-y, quelle que soit la question. Elle peut être très contemporaine. Voilà, madame. Si, bonjour. Qu'est-ce qui peut expliquer l'image très positive du chat botté à une époque où justement il n'est pas vraiment valorisé? Du chat botté? Alors, il y a quand même toute une tradition du chat porte-bonheur ou découvreur de trésors qu'on trouve dans la culture celte au Moyen-Âge, par exemple. Et je dirais que dans le chat botté, moi, ce qui m'avait le plus frappé, c'était en fait le chat botté était un non-héritage, en fait. C'était le plus jeune fils de la famille, si mes souvenirs sont bons, hérité de rien, c'est-à-dire d'un chat sans valeur. Et en fait, tout le twist de ce conte est de renverser cette non-valeur pour arriver justement à être l'animal qui va apporter à son maître la richesse, la gloire, le bonheur, l'amour, etc. C'est un renversement, en fait. C'est l'exception qui confirme la règle. Ça vous montre qu'en fait, le chat, c'est rien, quoi. Ça ne vaut rien. C'est une bonne question, parce que les réponses sont... Je souscris tout à fait aux réponses de mes deux collègues. C'est-à-dire que dans le chat botté, en fait, le chat, il n'est pas très positif, en fait. Il est plutôt feignant, c'est plutôt un arnaqueur, il va plutôt retourner la situation à son avantage. Bon, évidemment, il est souricier, donc à la fin, il va pouvoir manger l'ogre qui s'est bêtement changé en sa proie préférée, mais en fait, il est pas... Il est malin, quand même. Pas du tout... Oui, c'est ça. Mais la malignité, c'est pas très positif non plus. Oui, l'image du chat botté n'est pas... Pour les gens de l'époque, c'est pas très positif. Et tout le ressort, évidemment, c'est le bouleversement des normes sociales. Justement, c'est le déshérité qui va être fortuné. Enfin, c'est toute une mythologie qu'on pourrait développer. Autre réaction, question? Oui, mademoiselle. Ah, il y aura quelqu'un d'autre aussi? Oui. J'avais une question aussi par rapport aux sources, parce que vous nous parlez principalement des chats donc en Europe et en Égypte. Est-ce qu'on sait à partir de quand ils arrivent en Chine? Est-ce qu'il y a une source aussi
de naissance de chats en Chine, et aussi à partir de quand ils arrivent en Amérique et ils sont diffusés dans le monde entier. Moi, je pense que c'est vraisemblablement lié aux grandes découvertes, hein. Alors, je pourrais pas vous donner de date précise comme ça. Pour l'Asie, on sait qu'il y a eu des tentatives, même beaucoup plus anciennes, qui n'ont rien donné, hein. Avec le chat léopard, par exemple, mais c'est pas vraiment un foyer, puisque ça n'a pas marché. Vraisemblablement, alors, il y a peut-être quelque chose déjà à l'époque hellénistique, avec l'Empire d'Alexandre. Mais ça, c'est pas sûr, j'ai pas de documents, je pourrais pas vous l'assurer. Mais c'est beaucoup plus la route de la soie, en fait, là. Et pour l'Amérique, bon, là, c'est quand même daté, là, c'est quand même Christophe Colomb. Et puis après, tous les voyages transatlantiques qu'il y a pu y avoir. Et jusqu'en Australie, en fait, c'est une histoire qui s'est continuée après. Oui, on sait que sur les bateaux, on emportait des chats, juste parce qu'il y avait des rats et des souris, hein, donc c'était un animal utilitaire, là, pour le coup. Qui a donc voyagé. Et qui s'est reproduit. Investi les territoires. Oui, c'est le grand moyen de diffusion, c'est les bateaux, hein. Il y a toujours des chats sur les navires, et évidemment, il y en a toujours qui s'échappent. Éric Baraté, je me tourne vers vous parce qu'il y a une source dont on n'a pas parlé, mais pour vous, il y aura un rôle nouveau avec la génétique, je crois. Oui, la génétique est vraiment la source à venir. Alors, c'est la génétique qui maintenant commence à nous apporter quelques idées sur les domestications. Et on s'aperçoit, ça c'est pas simplement pour le chat, mais on est en train de le voir pour plusieurs autres espèces, avec l'idée de plusieurs domestications à des endroits différents, hein. Et le chat, il y aurait eu une première domestication au Moyen-Orient, l'équivalent de l'Iran actuel, et puis une deuxième domestication en Égypte. C'est pareil pour les chevaux, on se rend compte maintenant. Et la génétique elle nous permet de voir cela, mais elle va nous permettre aussi de voir des choses pour lesquelles on n'a pas de documents, sur l'alimentation, sur les maladies, sur les migrations. Ça sera vraiment la source du XXIe siècle, pas simplement d'ailleurs pour le chat, mais pour tous les animaux et pour les humains. Alors, on voit aussi, puisqu'on parlait des interactions entre nous et eux, on voit se développer de plus en plus des relations extrêmement fusionnelles, hein, avec ces chats domestiques, avec les périodes de deuil d'ailleurs qu'il faut gérer, avec l'évolution du traitement funéraire aussi, c'est donner une tombe, une sépulture, avant peut-être de prendre une dernière question, mais je voudrais quand même vous poser une question, alors en sachant que personne vous écoute, bien sûr, vous voyez bien. Est-ce que vous êtes chat ou chien? Ou chat-chien, pour le coup? Laurence Bobis. Moi, je suis chat, évidemment. Mais j'aime beaucoup les chiens, j'aime beaucoup les animaux en général. Mais... Éric Baraté. Alors moi, je suis plutôt chien, mais on a des chats qui viennent voir notre chienne. Donc, Mais vous n'êtes pas chat-chien pour l'instant, vous n'avez pas fait encore, cette évolution-là, vous n'y êtes pas là. Non, c'est des chats encore un peu réticents. Vous le renseignez en tant qu'historien et oui, il ne m'écoute pas. Hein. Jonathan Maître. Moi, j'aimerais échapper à la question en répondant que je préfère les rapaces, mais... Et c'est vrai que votre thèse portait sur les rapaces, je crois, hein, d'ailleurs. Mais les oiseaux, les volatiles, c'est pas sans lien avec les chats non plus. La prédation en commun, mais... non, ça serait plutôt chat. Il y en a un qui s'appelle Roméo et qui est pas forcément sympa avec moi. Laurence Bobis. Moi, j'ai eu la chance aux Açores de voir un chat qui était leader d'une petite bande de chiens. Donc, je pense que quand même, c'est pas donné à tout le monde de voir ça et qui hurlait à la lune avec les chiens. Donc... Il aboyait? Il aboyait. Non, il modulait C'était très étrange. Oui. C'est pas de la variabilité comportementale, là. Allez, on a encore le temps pour une question. Je vois madame qui lève la main au milieu. Oui. Merci, c'est une question bébête, mais j'ai découvert l'existence du chat, le mahul, qui vit tout seul dans l'Himalaya, qu'on n'approche pas et tout, et je me dis, il descend aussi des chats égyptiens, et comment il s'est retrouvé tout seul dans l'Himalaya Parce qu'on a les réponses aussi à ces questions, hein. Je précisais que c'est une histoire récente, hein, sur l'histoire des chats, on a encore beaucoup à apprendre. Est-ce que l'un de vous a peut-être une réponse? Bien lancer, dans ce cas-là, me lancer à l'eau, alors
Je ne crains pas, chat échaudé, craint l'eau chaude, mais bon. Non, déjà, il n'y a pas de question bête, déjà d'une. La curiosité, c'est la base de la recherche, en fait. C'est mieux de poser une question et d'avoir l'air bête que d'être vraiment bête et de ne pas la poser. Non, alors par contre, pour vous répondre, le chat auquel vous faites référence, alors on en vient à ces problèmes le flou qu'il peut y avoir dans les nomenclatures. C'est pas la même espèce en fait. C'est une autre espèce qu'on appelle aussi chat dans la langue vernaculaire, mais c'est pas du tout l'ancêtre du chat domestique ni un chat domestique. En fait, c'est vraiment une autre espèce à part, comme vous pourriez avoir le lynx. Alors le lynx, c'est pas des chats, mais peu importe. Oui, ou comme le chat sauvage européen, hein, qui n'a rien à voir avec le chat domestique. Il y avait des chats sauvages, et il n'y en a qu'un, le chat libyen, le chat d'Afrique, qui est devenu, qui a entraîné le chat actuel domestiqué. Si ça peut vous aider, il faut concevoir ça un petit peu comme un terme générique. C'est-à-dire qu'il y a un module, il y a un type qui ressemble, voilà, c'est conformé selon une taille plus ou moins, voilà, un chat ça fait à peu près ça. Donc, tout ce qui ressemble, on peut dire que c'est un chat en fait, si vous voulez. Et inversement, des animaux plus gros, on peut les qualifier de lynx alors que c'est des chats. Enfin, ça dépend uniquement du signifié que vous mettez derrière. Je rappelle les ouvrages, hein, peut-être qui peuvent vous servir aux uns aux autres. Laurence Bobis, Les 9 vies du chat, livre édité chez Gallimard, ou bien il y a aussi le livre Une histoire du chat de l'Antiquité à nos jours, paru au Seuil, et puis Éric Baratet, Comment ne pas conseiller, Et l'homme créa l'animal, le livre paru chez Odile Jacob, ou encore Culture féline aux éditions du Seuil, et Jonathan Maître, des liens vous concernant sont à retrouver aussi, bien sûr, comme d'habitude, hein, sur la page dédiée à ces rencontres via le site du Muséum d'Histoire naturelle. Merci à toutes et à tous.